Merci d'être avec nous sur Gabon 24, nouvelle édition spéciale qui reçoit le chef de la délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique centrale, le Gabon, donc le Cameroun, Sao Tomé et Guinée équatoriale. Il s'agit de monsieur Stéphane Bonamy. Vous êtes un bon ami de l'Afrique, à ce que je vois. Tout à fait. Et j'y ai résidé à de nombreuses reprises dans de nombreux pays. Voilà. Bienvenue. Merci. Sur le plateau de Gabon 24. Je vous reçois en marge de cette semaine africaine du climat qui se tient à Libreville depuis le 29 août jusqu'au 2 septembre prochain. Pourquoi vous êtes là? Quelle est l'importance pour le CICR de participer à un tel événement? Alors, déjà, le climat concerne tout le monde, oui. Il doit concerner aussi le CICR, mais il concerne le CICR sous un angle particulier, lequel? Qui est celui du CICR. Et cet angle que le CICR a, c'est l'angle de celui des pays en conflit. Le CICR est une organisation internationale qui a reçu un mandat de la part de la communauté internationale pour travailler dans les zones de conflit à l'amélioration du sort des personnes civiles, des personnes protégées par le droit international. Et pour ce faire, nous sommes dans plus d'une centaine de pays dans lesquels il y a de la violence armée et des conflits. Le rapport avec le climat, c'est que sur les 25 pays qui sont les plus vulnérables aux risques climatiques, 14 sont dans des zones de conflit. 14 sont donc en proie à une violence armée et à des conflits. Donc ça, c'est notre angle, pour la simple et bonne raison que les risques climatiques ajoutent une vulnérabilité supplémentaire à des personnes qui vivent déjà la violence armée au quotidien et qui ont vu les infrastructures essentielles, qui ont vu la cohésion sociale, qui ont vu les services de base être détruits, être endommagés, être affaiblis. Et on rajoute à ça, dans les zones de conflit, une gouvernance qui s'affaiblit de jour en jour au fur et à mesure que les balles sifflent. Et ces éléments-là, ils sont critiques justement pour que ces populations qui sont déjà vulnérables en raison des conflits armés auxquels ils doivent faire face, ces éléments-là sont critiques également pour faire face au changement climatique. Et sans ces éléments-là, quand ils sont détruits par la guerre, quand ils sont endommagés ou affaiblis, on se retrouve face à une difficulté d'adaptation. D'accord. Et à ce jour, depuis combien de temps existe, c'est une question banale, vous me direz, mais depuis combien de temps existe le CICR? Le CICR a été créé en 1864, si je me trompe, 1863. D'accord. Donc ça fait très longtemps. Ça fait plus que très longtemps. Ça fait plus, c'est une vieille dame. Voilà, oui, une vieille dame. Qui se rajeunit tous les jours. Qui se rajeunit tous les jours au travers de ses actions. Voilà. Mais ce qui m'interpelle quand même sur cette vieille dame, c'est qu'elle a traversé le temps et qu'elle n'a toujours pas pu se reposer parce que les conflits sont toujours légers en Afrique, les mêmes causes produisant les mêmes effets un peu partout en Afrique. Est-ce qu'elle joue véritablement son rôle? Si oui, pourquoi sommes-nous toujours face à ces conflits? Quel est, au-delà du rôle qui est le sien de veiller aux personnes les plus vulnérables, est-ce qu'elle est vraiment là où il faut qu'elle soit et mène les actions qu'il faut mener? C'est une excellente question. Et vous savez, pendant très longtemps, ça ramène à la question de l'humanitaire et du développement. Oui. N'est-ce pas? Donc on a de manière traditionnelle l'action humanitaire qui porte son regard sur l'urgence et qui ne va pas se préoccuper des causes des désastres naturels, des causes des conflits, et qui ne va pas chercher à en réduire les risques, mais qui va plutôt travailler sur les conséquences. Et puis après, on a le développement qui, lui, va plutôt travailler effectivement sur les causes de ces désastres, qu'ils soient des désastres humains ou des désastres naturels. Le CICR, pendant des années, a travaillé dans ce cadre-là, qui est un cadre d'urgence, donc sur le court terme. Et puis, depuis maintenant, je dirais une dizaine d'années, il y a une prise de conscience que c'est plus possible. Parce qu'on a justement des situations de conflit qui se sont éloignées des conflits courts finalement, ou des conflits dans lesquels on a un champ de bataille bien déterminé, on a une violence armée bien définie, avec des acteurs armés bien définis, pour se déplacer vers des situations où les crises deviennent plus longues, elles durent. Et elles sont amplifiées justement par différents facteurs que sont la gouvernance qui peut être faible, qui sont effectivement typiquement les risques climatiques ou les désastres naturels. Et depuis maintenant une dizaine d'années, le CICR travaille sur
son cadre, je vais presque dire cadre dogmatique, mais on va parler de cadre politique, entre guillemets, hein, son cadre théorique de travail, son cadre d'action, pour intégrer dans son cadre une plus longue durée. C'est-à-dire travailler sur le long terme, mais également pouvoir intégrer dans ce cadre d'action un travail sur la prévention, sur la réduction des risques qui permettent justement de limiter la violence lorsqu'un conflit éclate. Mais le CICR n'est pas là pour arrêter un conflit. On est vraiment dans une situation de crise, là pour travailler sur les conséquences. Voilà. Elle apporte un soutien, on l'a compris. La vieille dame, mais quelles sont les actions donc menées par le CICR pour lutter contre les changements climatiques? Avant que d'arriver à cette question, je veux revenir sur l'importance d'un tel événement pour le CICR. La SAC, la Semaine africaine de l'environnement. Voilà. Vous y participez, pourquoi? Pour y dire quoi? Pour y faire quoi? Avec quelles actions concrètes? Parce que l'Afrique a besoin non plus de discours ou de plaidoyer, l'Afrique a besoin d'actions concrètes. Alors qu'est-ce que le CICR apporte à l'Afrique? Alors, le CICR est d'abord une organisation qui vous rejoint dans votre analyse, c'est-à-dire que le monde a besoin d'actions concrètes, l'Afrique a besoin d'actions concrètes et le CICR en donne tous les jours. On est présent dans une vaste majorité des pays africains et à travers des délégations et des délégués qui sont dans les 4 coins des pays en conflit et on fait quelque chose, on agit. Maintenant, il est important néanmoins que quand on parle de climat, quand on parle de risque climatique, on ne néglige pas, ou les personnes qui vont décider des cadres dans lesquels les actions pour le climat vont se mettre en place, ne négligent pas les plus vulnérables. Je crois que c'est les Nations Unies qui parlent de ne laisser personne derrière. Et là, on a un gros risque. De nouveau, sur 25 pays qui sont les plus vulnérables au risque, 25, on en a 14 qui sont encore plus vulnérables parce qu'ils sont dans des situations de conflit. Et le grand risque qu'il y a, c'est que si personne n'en parle, si personne ne vient dans ce genre de conférences et n'apporte pas justement et n'essaie pas de faire reconnaître cette situation-là, on n'a pas des centaines de milliers, mais des millions de personnes qui vont se trouver dans des situations encore plus vulnérables. Alors moi, j'aime pas beaucoup les discours, je suis au plus près de la chose. Alors dites-moi, quand vous venez et que vous parlez au nom de ces personnes les plus vulnérables, qui sont vulnérables mais courbées par la vulnérabilité, donc extrêmement pauvres, extrêmement affaiblies, qu'est-ce que vous dites? Alors, on dit plusieurs choses. La première chose, c'est de demander à la communauté internationale qu'elle reconnaisse cette situation. D'accord. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose que nous demandons, c'est qu'elle prenne des actions, qu'elle intègre dans son cadre normatif ces situations-là. Oui. La troisième situation, le troisième élément, c'est que les organisations du développement et les organisations humanitaires travaillent ensemble et ne soient pas cloisonnées, chacun dans leur domaine normatif, mais qu'elles travaillent ensemble pour pouvoir assurer un accès à ces personnes qui sont vulnérables. Et un autre point, c'est également de dire que c'est une question de justice sociale aussi, d'une certaine manière, c'est d'essayer de dire aux personnes qui décident qu'en reconnaissant qu'il y a ces situations, on reconnaît également que ces pays-là ou ces communautés qui font face à la fois aux conflits et aux risques climatiques ne sont pas en mesure de mettre en place des mesures préventives. D'accord. Et que pour qu'elles puissent s'adapter aux risques climatiques qui s'ajoutent au conflit, elles doivent être soutenues et avoir accès à ce que l'on appelle notamment la finance climatique, n'est-ce pas? Et pour l'instant, on voit un gap entre ça. Voilà. La question qui fâche. La question qui fâche. Et vous savez que même si vous le leur dites, il y aura toujours ce problème de manque de financement. Alors quel est votre plaidoyer? Est-ce que vous avez un cahier des charges que vous proposez ou vous venez juste pour dire « Excusez-nous, il y a cette catégorie de personnes qu'il ne faut surtout pas oublier ». Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Vous n'avez toujours pas répondu à cette question. Vous êtes parti sur le général, mais le précis. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est vraiment un manque de financement ou c'est un manque d'accès au financement? Je pense que c'est plus, à mon avis, un manque d'accès au financement où l'accès justement doit être simplifié pour des communautés, là je ne parle pas forcément des États, mais des communautés qui n'ont pas accès à ce financement et qui ne peuvent pas mettre en place des choses concrètes. Le CICR n'est pas là pour demander de l'argent. On est vraiment là pour
demander à ce que les cadres d'action, typiquement des banques de développement, les cadres d'action des organisations de développement évoluent. Au même titre que les cadres d'action des organisations humanitaires ont évolué. Et que quelque part, quand un humanitaire fait le pas pour aller sur le long terme, pour travailler sur le long terme et intégrer également la prévention et la réduction des risques, que les banques de développement et que les organisations de développement fassent également le pas pour changer leur cadre normatif et notamment leur approche au risque pour soutenir les actions des humanitaires dans des terrains dans lesquels eux-mêmes ne peuvent pas accéder. Et là, on ne peut que louer typiquement la Banque africaine de développement et que le CICR travaille beaucoup. Voilà, et qui fait énormément pour l'Afrique, qui a dénombré 131 misères, on va le lire comme ça. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Donc, 131 événements majeurs qui ont secoué l'Afrique, néfastes. Hein. Parlons du climat. La Banque africaine fait énormément, mais à elle seule, est-ce qu'elle peut tout faire ? Alors, à elle seule, elle ne peut pas tout faire. C'est pour ça que c'est important, et ça c'est un message que nous on passe, c'est qu'on doit être ensemble. Comme on dit au Cameroun, on est ensemble. On est ensemble. Mais malheureusement, dans la réalité de la vie, de la communauté internationale, on n'est pas ensemble. Voilà, il y a les organisations internationales d'un côté, il y a les gouvernants d'un côté, il y a les grandes puissances qui polluent l'Afrique. D'un côté, est-ce que vous pensez que le problème de l'Afrique aujourd'hui, des changements climatiques qui ont un impact réel en Afrique, la solution à ces problèmes pourrait venir d'une synergie d'action de toutes les personnes, de toutes les parties prenantes à cette lutte ? Alors, elle doit. Moi, en tant que représentant du CICR, je ne peux que me concentrer sur les pays en conflit, et dans ces pays-là, mais je pense que ça doit être pour le reste également, elle doit venir à travers cette synergie. Pour revenir sur la question que vous m'avez posée par rapport aux actions concrètes, le CICR a, avec les autres acteurs du mouvement de la Croix-Rouge, donc la Fédération et les sociétés nationales, mis en place ce qu'on appelle une charte de l'environnement. Et cette charte de l'environnement a été signée par déjà plus de 200 organisations soutenues par certains pays. Elle appelle à quoi cette charte ? Elle appelle à intégrer dans notre programmation, donc c'est-à-dire dans les programmes de soutien dans l'eau, dans la santé, dans l'assistance alimentaire et dans d'autres programmes, elle appelle les organisations, et nous CICR on le fait déjà, à y intégrer les besoins climatiques, les besoins des populations à s'adapter aux risques climatiques dans les pays en conflit. Très bien. N'est-ce pas ? Et puis, on doit aussi, nous, en tant qu'organisation, être conscients de notre empreinte carbone. Ça, c'est des actions concrètes que l'on prend qui se traduisent sur le terrain par des actes concrets pour les populations. Mais ça doit être soutenu. Ça doit être soutenu et comment ? Ça doit être soutenu. De quel soutien parle-t-on ? Ça doit être soutenu. Alors, bon. Bien sûr, ça doit être soutenu financièrement, mais comme je le dis, le CICR n'est pas à la recherche de financement. Par les donateurs, bien sûr par les donateurs, mais je crois que ce qui est le plus important dans ce cadre-là, c'est que ça doit être soutenu dans la démarche de pouvoir changer les cadres d'action dans lesquels les organisations humanitaires et les organisations de développement travaillent. On est toujours et trop cloisonné dans des domaines particuliers et qui ne se parlent pas assez. Et ça, c'est au détriment des populations. Pourquoi ? Parce que simplement, une organisation humanitaire qui a un financement sur une année ne va pas pouvoir, ou va pouvoir, mais avec difficulté, travailler sur des programmes sur le long terme qui construisent la résilience des populations, va le faire avec difficulté. Parce que son financement est sur une année, elle n'est pas sûre d'avoir le même financement l'année suivante. Et ça concerne toutes les organisations humanitaires. L'acteur de développement, lui, qui a beaucoup de financement, va travailler dans des zones dans lesquelles sa tolérance au risque, finalement, est pas mise au défi. Et quelque part, il y a toute une frange de la population dans des pays en conflit qui échappe au développement. Et là, on a besoin de créer des synergies entre les organisations humanitaires, les organisations de développement, pour qu'un travail se fasse en toute indépendance, de manière neutre et de manière apolitique, mais qu'un travail se fasse pour ne laisser personne derrière. D'accord.
et nous en sommes bien conscients et on espère que votre message sera entendu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il y a eu plusieurs ateliers ici au niveau de Libreville où se tient, je le rappelle aux téléspectateurs, la Semaine africaine du climat, une semaine riche en discussions, mais on ne sait pas très bien pour quel résultat. Et là, la vraie problématique ou le vrai questionnement. Alors vous, quelles sont vos attentes? Vous êtes venu ici, vous avez dit qu'il y a 7 catégories de personnes qui existent. Quelles sont vos attentes? Vous dites aux Nations Unies qui organisent l'événement, et à toutes les autres agences qui sont là, à tous les autres partenaires au développement qui sont là, à tous les pays qui participent, qui a cette catégorie de personnes, mais encore. Qu'attendez-vous? Alors, il y a des attentes individuelles en tant que moi, Stéphane Bonamy, qui sont celles de donner un monde à mes enfants qui soit meilleur et bien adapté au changement climatique. Joliment dit. Voilà. Et, on enlève après, ça, on revient au CICR. Avec ça, on revient au CICR, qui sont des attentes assez claires que l'on essaye de faire passer depuis maintenant des années. Oui. J'ai passé à travers beaucoup de panels, mes collègues aussi sont passés à travers beaucoup de panels, et je n'entends pas, j'entends plein de belles choses, n'est-ce pas? C'est vraiment l'occasion. Plein d'engagements, oui, c'est une très belle occasion, mais notre voix, elle est assez isolée quand il s'agit de mettre en évidence les risques liés à cette amplification des conflits par les changements climatiques et inversement. Et là, on a un vrai défi au sein de la communauté internationale à prendre en compte ces situations-là, et on a de la peine à l'entendre. Et là, si je devais lancer un appel à ceux qui négocient, ceux qui négocient qui ont négocié ce matin, c'est effectivement de prendre ça en compte et d'essayer d'inclure ces personnes. C'est pas la thématique qu'il faut inclure, c'est d'inclure ces personnes, ces communautés dans leurs préoccupations, parce que de nouveau on ne parle pas d'une centaine ou d'une centaine de milliers de personnes, on parle de millions de personnes pour lesquelles on ne fait rien, le nombre va grossir. Et on va se trouver dans une situation de sécurité qui va amplifier des phénomènes qui ne sont pas forcément les plus agréables. Et l'autre message aussi, c'est quand on parle de climat et sécurité, quelque chose qui est discuté au Conseil des Nations Unies par exemple, quand on parle de climat et sécurité, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas simplifier la relation entre climat et sécurité. Le climat n'aboutit pas nécessairement à un conflit. Par contre, si on adopte cette approche simplifiée, simpliste, on tombe dans des réponses qui sont sécuritaires. Et donc, c'est toute la question des migrations, où on empêche les gens, on sécurise la réponse à la migration, migration qui est souvent le résultat de plusieurs facteurs, dont notamment le conflit et les changements climatiques. Et ça, c'est un risque majeur, parce qu'on s'empêche de voir la situation de manière compréhensive et holistique. Mais et pourtant, vous avez la possibilité de le leur dire. Pourquoi vous ne le faites pas? On le leur dit. Vous le leur dites? On le répète. On fait un retour en arrière et on revient à la COP26. Vous y étiez? On y était. Vous avez participé? On a participé. Vous avez dit les mêmes choses? On a dit les mêmes choses. Vous avez fait des recommandations en tant que CICR? Voilà. Pour quel résultat? Alors je crois qu'il y a une... Écoutez... Prise de conscience est différente d'action. Je crois qu'il y a... Bon, déjà, il y a une prise de conscience qui est importante. Il y a une prise de conscience au niveau du monde humanitaire, au niveau des organisations. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de changer par la base les fondamentaux et de créer une sorte de poussée vers le haut. Qu'est-ce qui a changé entre-temps de la COP26 à celle qui va se tenir en novembre? Alors, de COP26 jusqu'à celle qui va se tenir en novembre, c'est peut-être un framework qui est trop court il faut l'élargir parce que ces appels datent depuis bien plus longtemps. Donc ces appels, je dirais, c'est la multiplication de ces événements qui a fait que les messages sont passés auprès d'organisations qui maintenant ont adapté ou continuent d'adapter leur cadre normatif, leur cadre d'action. La signature par plus de 200 organisations des Nations Unies, ONG, de cette charte de l'environnement en est la preuve. Donc il y a des engagements qui sont pris puis ces engagements se traduisent concrètement. Ce sur quoi on doit continuer à travailler, c'est sur la création d'un consensus au niveau de la communauté internationale qui arrive à, quelque part, à être
transversale à traverser toutes les différences politiques quand il s'agit du changement climatique. Les personnes vulnérables, et en particulier les personnes plus vulnérables, ne devraient pas être soumises à des différences politiques. On doit les regarder, le roi est nu, on doit les regarder comme ça, dans leur misère et leur vulnérabilité. Et ça, c'est ce consensus qu'on doit créer au niveau des donateurs, des grands donateurs, des organisations qui doivent comprendre le message, mais aussi au niveau des politiques. D'accord, c'est très bien, mais moi je reste sur ma fin, parce que c'est vrai que le CICR ne veut pas d'argent, mais le CICR travaille avec des personnes qui en ont besoin. C'est la réalité. On est vulnérable, on est démunis, on n'a rien. La réalité aujourd'hui, c'est que la voix de ces personnes n'est toujours pas entendue. Alors, est-ce que vous pensez que à la COP 27, les choses vont évoluer partant de cette rencontre de Libreville, avec les recommandations qui seront faites, avec ce groupe de négociateurs qui a déjà travaillé depuis ce matin pour régler cette question? Est-ce que vous pensez que la voix de ces personnes sera entendue à la COP 27, dite COP de l'Afrique? Parce que les conflits seront toujours présents. Tout à fait. La Covid-19 est venue exacerber tous ces conflits. Les problèmes économiques de l'Afrique sont toujours réels. L'Afrique peine à mettre de l'argent sur la table. Vous avez travaillé avec la Banque africaine de développement qui ne cesse de fournir des choses. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites. Est-ce que vous pensez que ces choses faites accoucheront du bon fruit, porteront du bon fruit à la bonne saison? Donc la saison celle que nous traversons là, par exemple. Quand vous dites que le CICR ne cherche pas de l'argent, ce n'est pas le premier message que l'on cherche à faire passer, c'est vrai. Après, l'argent est toujours bienvenu, bon, ça, mis à part. Mis à part, on y va. Voilà. Pour répondre maintenant à votre question, et c'est une question extrêmement importante, je crois que le CICR est équipé, et le mouvement de la Croix-Rouge est équipé, de manière générale, pour aller vers les personnes qui négocient, et c'est ce que l'on fait en amont de la COP 27, et on l'a fait en amont de la COP 26, pour que cette prise de conscience se fasse, pour inclure dans des déclarations des textes, pour que ce consensus sur ces questions-là se fasse. En ce qui concerne l'Afrique, je crois que, et puisqu'on est au Gabon, le Gabon joue un rôle de leadership très important. Il est entendu. Il a déjà un siège au niveau du Conseil de sécurité. Je crois que la thématique climat et sécurité est une thématique qu'il faut porter, qui est importante. Que le président Ali Bongo porte. Que le président Ali Bongo porte. Et puis moi, si j'ai un message au président, c'est justement de lui dire qu'il faut porter cette thématique, mais pas sous un angle sécuritaire, mais sous un angle sécurité humaine, holistique, qui prenne vraiment en compte toutes les dimensions de la sécurité humaine quand il s'agit des conflits et des climats. Et là, le Gabon a un rôle de leader que je pense il assume et va continuer à assumer. Et il y a d'autres pays comme ça qui ont ce rôle en Afrique, et ça dénote aussi d'une prise de conscience africaine, et que quelque part en Afrique, à des problèmes africains, on y trouve des solutions africaines. Et ça, c'est essentiel. Et je pense que ce sera le cas lors de la COP, enfin on espère que ce sera le cas lors de la COP 27, dite COP de l'Afrique. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. 26 minutes se sont déjà écoulées, on espère, et on vous le souhaite, que les actions que vous menez seront entendues pour ces personnes vulnérables qui ont véritablement besoin d'être entendues, mais plus encore en guise de mot de la fin, pour nous dire au revoir sur le plateau de Gabon 24. Merci Laetitia. J'ai le mot de la fin, c'est ça? Oui. Voilà. Écoutez, le mot de la fin, je ne peux que répéter ce que vous venez de dire, à savoir que on espère que les paroles que les communautés les plus vulnérables mettent dans nos bouches, à nous, seront entendues. Ce ne sont pas nos paroles, ce sont les paroles de ces gens qui, au jour le jour, doivent survivre dans des situations dans lesquelles elles font face à la fois aux dégradations liées au conflit et à la fois aux dégradations liées au changement climatique. D'accord. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Je Merci. rappelle que j'étais en compagnie de Stéphane Bonamy, chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique centrale. Gabon, Cameroun, Sao Tomé, Guinée équatoriale. Nous avons parlé de la relation entre l'humanitaire et le climat. Et vous avez compris qu'il y a cette catégorie de personnes qui est oubliée et qui a besoin que l'on se concentre sur elle. Oui,
par des financements, mais pas seulement, par une prise en compte, et je pense que c'est le préalable à toute chose. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Gabon 24 où les programmes se poursuivent.